Il a fallu qu'il y ait un tremblement de terre pour que l'on s'intéresse à l'architecture, mais mieux vaut un retard empreint de sagesse que jamais. C'est lors d'une récente conférence consacrée au processus de reconstruction. J'ai eu l'occasion de vous observer tous les deux, et c'est là d'ailleurs où je vous ai repéré, en discussion avec diverses parties prenantes, et il semblait y avoir un consensus sur le fait que le processus de reconstruction est encore à un stade conceptuel ou hypothétique. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement? The floor is yours. Alors, Khalil Morad El-Ghilali, architecte, enseignant-chercheur à l'École nationale d'architecture de Marrakech, doctorant à l'Université Euromède et à l'Université Thessalie en Grèce autour des questions de l'urgence et du changement climatique. Et aussi acteur de l'association Labina, mais à travers laquelle on essaie justement de militer autour des questions de l'écologie, de la reconstruction, notamment dans ce cadre-là, on a essayé de participer à travers différentes missions dans le cadre de reconstruction. J'agis aussi en tant qu'acteur personnel, donc à travers l'agence Atelier BE, qui est un diminutif pour Atelier Bâti Éco-Responsable. Et j'ai une mission de reconstruction avec, que ce soit au niveau privé ou avec des promoteurs actuellement, le Holding Omran justement, pour essayer de proposer des alternatives au logement. On essaie de militer un tant soit peu pour essayer de valoriser les matériaux locaux autour de cette notion de reconstruction. Donc je laisse Soussama se présenter. Soussama Moukmer, donc je suis entrepreneur spécialisé en éco-construction et en restauration du bâti ancien. Également enseignant à l'ENA de Marrakech, une dizaine d'années, secrétaire général de l'association Labina, qui essaye de militer depuis 2017 maintenant pour essayer de sensibiliser, vulgariser et promouvoir tout ce qui est écologique dans le bâti, et aussi un petit peu une dimension d'action intelligente sur le patrimoine, notamment bâti. Voilà, une vingtaine d'années d'expérience maintenant dans ce domaine, de plus en plus d'enthousiasme et d'engouement pour ce que je fais, parce que c'est devenu, comme vous avez dit, il a fallu que, pour que ça devienne le sujet d'actualité brûlant. Voilà, j'accompagne Khalil actuellement sur plusieurs projets, notamment dans la reconstruction post-sisme, et on milite évidemment pour que les choses soient dans le respect des règles de l'art. Et quand on parle de reconstruction, les règles de l'art sont, je pense, à mon avis, très évidentes, et elles sont évidentes pour beaucoup de gens. Mais la façon de gérer les choses n'est pas toujours évidente pour les autorités qui n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de processus et de projets. Oui, c'est qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, et je pense que ça se passe même mieux que ce qu'on aurait pu craindre. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce processus de reconstruction? Parce que j'entends ici et là que c'est au stade de l'hypothèse. Le processus, il est très vaste, c'est-à-dire qu'on a déjà deux versants d'une montagne. Donc on a des cultures différentes, autant pour les gens, les habitants eux-mêmes, que pour les équipes qui vont intervenir. Donc c'est aussi des cultures différentes, des approches différentes. Donc on ne peut pas dire ça se passe comme ça ou comme ci. On peut, à la limite, essayer d'analyser les premières opérations qui ont déjà démarré, d'une part, et de deux, analyser ou essayer de voir dans quel sens sont en train de partir les opérations qui vont démarrer. Donc, c'est pas facile de faire une analyse comme ça. Moi, je pense qu'à ce stade, on a dépassé peut-être le stade de l'hypothèse, on est plutôt dans des crash tests. Je pense qu'on a été à un certain moment, il y a eu l'urgence du séisme, mais il y a encore plus l'urgence du climat et donc de ce qui est en train d'arriver actuellement. Les gens sont toujours dans des tentes. Je pense que personne n'a jamais vécu ce type de situation avant, donc il y a une situation de nouveauté et que ce soit au niveau des administrations, mais aussi au niveau des acteurs privés ou des sociétés civiles. Enfin, c'est vraiment assez particulier comme situation. Et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions.
Maintenant, il faut, on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc il faut aussi savoir, à travers certaines démarches, qu'il y a des bonnes intentions qui peuvent nous mener à des désastres. Le fait de vouloir, de confondre justement urgence et précipitation. Enfin, il y a je pense que c'est une démarche qui est très très complexe à ce stade-là. Et l'état actuel des choses, c'est que je pense que le gouvernement est très très à l'écoute. Moi, c'est l'impression que j'ai eue d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, bon, c'est qu'il y avait quand même une certaine écoute et que ils sont pour la facilitation éventuelle. Je parle surtout de la gestion à ce stade-là. On parle pas Mais de. le gouvernement n'est pas sur le terrain. Si, il est. Un petit peu quand même. Ouais. Si, il est à travers la gestion justement la gestion des projets par le biais des administrations. Il est. Donc, Ça se passe comment à ce stade? Il y a pas, à mon avis, il y a plus, on n'a pas, on peut déjà pas se prononcer sur de façon globale, parce on a 2 ou 3 champs d'action qui sont disséminés, donc on peut pas donner un avis sur la globalité. Mais je pense, et c'est évident, qu'il va y avoir des mauvais départs et il va y avoir des bons départs. Et voilà, aux uns et aux autres de défendre leur approche et la pertinence de leur choix. Dans quel sens? C'est dans le choix des matériaux de construction? Oui, essentiellement, oui. Les matériaux de construction sont le critère déjà. C'est là que ça bifurque. C'est-à-dire que vous faites un mauvais choix au niveau des matériaux, c'est difficile à rattraper. C'est très difficile à rattraper. Et à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Parce que l'impact d'un bâtiment comme ça n'est pas facile. On n'est pas en train de faire quelques bâtiments, on va reconstruire toute une région. C'est-à-dire que c'est un territoire, c'est plusieurs territoires d'ailleurs. Et si on ne se projette pas et on ne sait pas de comprendre l'après-reconstruction, on va faire des dégâts énormes. Parce qu'actuellement, le seul problème qui me paraît évident, c'est le travail dans l'urgence. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas reconstruire des centaines de milliers de foyers dans l'urgence. Ça ne s'est jamais fait de par le monde. Ça ne s'est jamais fait. Déjà, il faut essayer d'aller voir ce qui s'est passé dans les pays qui ont été durement touchés. Je ne pense pas que dans le monde, il y ait eu des pays qui aient été touchés par un séisme sur un territoire aussi vaste déjà. Donc, déjà, ceux qui avaient des petits territoires, ils ont mis quelques années à s'en sortir. On ne peut pas venir avec un territoire énorme et dire en un an, on va faire les choses. C'est pas possible. Surtout que les villages, ils sont éparpillés un peu partout. Non, mais ça dépasse. Je pense qu'il y a eu une étape qui a été peut-être omise. Je pense que l'étape du provisoire, justement. On a parlé de la réponse à l'urgence et donc des établissements, des shelters, qui était une réponse qui était très judicieuse du gouvernement, d'essayer de loger les gens, avoir proposé des tentes. Mais il y a eu une étape intermédiaire à la reconstruction qui, à mon sens, a été négligée. Et c'est là où le bas blesse actuellement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont sous des tentes. Et le climat en fait, il épargne personne, donc on se retrouve avec des climats très très froids, des mois dans les parties les plus hautes et sous des tentes qui ne sont pas préparées à ce type de choses. Donc le provisoire, il est devenu un peu trop provisoire, quoi. Ça ne pouvait pas en être autrement de toute façon. On ne pouvait pas faire autrement. C'est ça. Et même notre bonheur dans le malheur, c'est qu'il ne fait pas très froid cette année. Il ne neige pas, il n'y a pas de neige. C'est exceptionnel. C'est la première année où je ne vois pas de neige. Au mois de décembre, il n'y a pas de neige. Normalement, c'est blanc, c'est température négative la nuit. Mais bon, il faut peut-être qu'on a une baraka qui nous accompagne, certainement. Donc, l'urgence est de moins en moins justifiée, finalement, au niveau du froid, de la souffrance des gens dans les tentes. Et de moins en moins justifiée. Et on se dirige probablement vers une année pas très dure au niveau du froid. Donc les arguments tombent au fur et à mesure. Les arguments de dire vite sont en train de tomber, les uns après les autres. C'est dans ce sens, au fait, que je pense qu'il y a actuellement une certaine flexibilité à accueillir des initiatives. Je pense là, ils sont en train de revoir justement la notion de reconstruire le plus rapidement possible parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même des contraintes sur terrain, en fait. Le fait de venir et de faire un plan alors qu'on n'a jamais visité le terrain, alors qu'on n'a jamais vu le territoire, qu'on ne sait absolument pas où on va implanter le logement, qu'on est sur des surfaces qui sont peut-être totalement inadéquates. Donc on a parlé du coût qui est parti, qui peut être très négatif.
de par le choix des matériaux, mais aussi de par le choix des logements eux-mêmes, quoi, par des surfaces inadéquates à des modes de vie qui ont l'habitude de vivre dans de très grandes surfaces. Et donc il y a aussi un temps de réflexion qui a été omis, je pense. Là, je pense que justement les prestataires sont en train de s'en rendre compte, mais de manière à grand V, quoi. Ils sont en train de se dire qu'il faut absolument visiter le terrain avant même de commencer l'opération, quoi. Et donc ça... On est en train de replacer les bases de la conception architecturale. Non, mais ça, c'est à la limite, c'est vrai, mais ça, à la limite, c'est des choses qu'on nous enseigne à l'école. La première chose à faire, c'est d'analyser le site, quoi. La première chose, c'est de visiter et de l'analyser. Et donc, le fait de revenir vers des pratiques qui disent « moi, je n'ai pas envie d'aller sur terrain parce que, voilà, il y a un transport », mais c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, si tu n'as pas envie de faire les choses correctement, tu laisses la place à quelqu'un qui le fait correctement. Ça prend le temps que ça prend, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est là où il y a peut-être aussi des divergences au sein des corps de métier privatifs, parce que c'est des charges en plus, des déplacements, enfin, il y a toute une gestion qui vient avec, mais c'est un engagement personnel d'aller dans ce type de... Je pense que c'est un peu autour de ça que Oussama était en train de parler, c'est comment l'engagement personnel de chacun, ou les valeurs ou les orientations de démarche de cabinet vont faire que ou pas. Je suis tombé de ma chaise la dernière fois quand j'ai appris lors d'une discussion avec Dave, qui a fait un peu le tour des villages ravagés et qui disait au final que au Maroc, on a perdu notre savoir-faire architectural ancestral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Mais forcément, comme on disait Darwin ou je ne sais plus trop qui, le membre qui ne fonctionne pas disparaît. C'est tout. Et l'artisanat, de façon générale, est intimement lié à la commande. À la loi du marché. Voilà. S'il y a des commandes, les gens ils y vont parce que ça fait des gagne-pains. S'il n'y a pas de commandes, les gens changent. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un persiste à pratiquer un métier qui n'est pas demandé? Comment survivre en vrai avec ça? C'est une question de survie. Il faut avoir un niveau de conscience... vous le faites pourtant depuis... Oui, bon, certain nombre d'années. Trouvez-moi-en d'autres. C'est pas évident. Mais comme on doit tous faire normalement, si on est sur la bonne voie et qu'on est persuadé que ce que l'on fait est juste, il n'y a pas de raison qu'on attende, si vous voulez, la gratification même du système lui-même. C'est pas grave. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Et pour y arriver, il faut un niveau oui, il faut même un niveau intellectuel aussi un petit peu. C'est pas facile. Tu ne peux pas, parce que vis-à-vis de toi-même, tu es obligé de te justifier à toi-même que tu dois rester sur les rails. Et ça, si tu n'as pas assez de force, y compris psychologique, philosophique, etc., toi-même, tu vas flancher. Donc, il faut travailler d'abord sur soi-même, se former à être quelqu'un d'intègre, ensuite choisir un métier et persister. Non, mais même être convaincu, moi, ce qui m'a convaincu, c'était aussi les chiffres scientifiques. On se dirige droit vers des choses... et donc, à un moment, il y a aussi être résigné à être face à des choses qui peuvent nous mener à changer peut-être... de modèle. Voilà, parce qu'il y a effectivement une vraie crise de modèle. Et je pense qu'elle est de moins en moins perçue. Je pense que depuis ce qui est arrivé avec la Covid, etc., il y a de plus en plus de sensibilité et quand même un changement de conscience qui est en train d'arriver, qui a été assez lent, mais qui a été propulsé à travers les différentes crises qu'on a vécues. Et donc à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, il y a plus de discussions. D'ailleurs là, on est en train d'en parler, donc je pense que c'est très très positif. Il y a déjà une écoute de ce côté-là. Il y a quelques années, c'était littéralement être un allumé, quoi, de parler de ce type de choses. Sur la prise de conscience post-catastrophe, après le tremblement de terre, l'intérêt pour l'architecture et la plus résiliente semble avoir été éveillé, un peu chez les gens et tout, comme tu viens de le souligner. Mais est-ce que vous pensez que cet événement tragique ait pu finalement servir de catalyseur justement pour adopter ou pour repenser l'architecture, pour adopter l'architecture durable? Forcément, chez les esprits bien pensants.
Je pense qu'il y a de vrais discours actuellement et de débats et d'initiatives aussi autour de ça qui sont intéressantes. Aujourd'hui. Non, mais je parle de la population de manière générale. Ah oui, ils sont ouverts. Ah, la population, on ne peut pas la traiter de manière générale. Vous avez les bénéficiaires eux-mêmes et vous avez les gens qui sont un petit peu hors du problème. Déjà, ils n'ont pas forcément la même approche. Parce que celui qui n'habite pas la montagne, il a vraiment envie que la montagne reste intègre pour qu'il puisse aller faire du tourisme, garder, etc., pouvoir voilà. Avoir une image. C'est une image, effectivement. Mais celui qui est dedans, c'est autre chose. Celui qui est dedans, vous avez grosso modo 3 catégories de gens. Vous avez celui qui ne veut absolument pas entendre parler de tout ce qui est écologie ou patrimonial. Vous avez celui qui est hésitant, qui va suivre la personne la plus convaincante. Et vous avez celui qui veut bien, qui est encore éveillé, qui a un sens, qui a compris en fait, mais qui a juste besoin voilà, d'être réconforté dans son... Et donc, les 2 derniers sont faciles, on va dire, à convaincre, si vous voulez, en donnant des garanties, etc. Et le 3e est plus difficile, mais il se trouve que la dimension économique elle prime de toute façon. C'est-à-dire que si tu veux polluer, mais de ta poche. Et c'est exceptionnel. Je trouve ça une régulation, mais fantastique. C'est une régulation fantastique. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, 140 000 pour reconstruire une maison. Si tu veux construire une maison pour 140 000, tu vas faire 30 mètres ou 40 mètres, grand maximum. Mais avec, voilà, presque, c'est un taudis un peu amélioré, pour être franc. Parce que tout l'argent, tu vas le mettre dans le transport et dans les matériaux qui sont hyper polluants pour te donner l'impression de rigidité, de force, etc. Alors qu'on n'en a pas besoin. Et donc, pour une fois, la barre ou plutôt la dimension économique, elle joue en faveur des matériaux locaux. Alors que si on prend l'écologie ou la construction écologique en Europe, par exemple, ça coûte 2, 3, 4 fois plus cher que le conventionnel. Ici, en ville, par exemple, ça va coûter à peu près la même chose de construire, avec un même standing de confort. Encore faut-il que ce soit possible, mais ça coûte à peu près la même chose de construire en ville une maison R+1 ou là une villa ou là en écologique qu'en conventionnel. À la montagne, ça coûte 2 fois moins cher. Les matériaux sont sur place. Les matériaux sont sur place et les gens sont capables de travailler même dans leur propre projet. Et ça répond en fait indirectement. C'est quand même important. Les gens vont travailler eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément engager la totalité de la main-d'œuvre nécessaire pour construire leur maison. Donc j'ai une maison, j'ai 2 filles, j'ai mon frère, fils, etc. On va tous travailler. Donc ça fait des charges en moins. Et ça me paye en même temps. Donc c'est pour ça que c'est possible. Et c'est une régulation vraiment exceptionnelle. C'est exceptionnel. C'est pour ça que, tôt ou tard, de toute façon, je pense que ça va revenir vers... on va prendre 2 ans, 3 ans à reconstruire correctement. C'est comme ça que ça va se passer de toute façon. Les mauvaises expériences vont devoir justifier de leur choix, je pense, parce que Sa Majesté a été très claire. Et tout de suite, tout de suite, le message de cadrage, il est là. C'est un message qu'il faut inscrire de la même manière que le message de feu Mohamed El-Khamis a écrit la Insha'ati al-Aqdar bi kharabi Madinat Agadir. Je pense que la même chose devrait être écrite sur une montagne ou quelque part, dès que le message de Sa Majesté. C'est du même niveau, en fait. C'est du même niveau. C'est de la reconstruction, c'est un message d'espoir. Mais bon, l'espoir des années 60 n'est pas celui des années 2000. Et c'est un signe de changement des temps. Moi, je pense que ça répond aussi de manière un peu plus claire à la réponse, enfin à la question, au questionnement, au constat de Dave. Moi, je pense que le savoir-faire n'a pas totalement disparu. Je pense qu'on est l'un des seuls pays à avoir quand même des traces réelles de ce savoir-faire qui sont encore existantes, peut-être très ponctuelles, mais qui peuvent encore être observées. Je pense qu'à ce stade-là, c'est soit on le laisse disparaître, soit on en fait réellement un catalyseur pour un effet boule de neige. Il y a encore des traces réelles, les gens comprennent comment travailler avec ce matériau, ils ont encore des souvenirs, même dans les villages les plus... là où il y a
presque pas de piseur ou de maçon qui travaille avec la pierre, tu as encore un enfant ou quelqu'un qui a le souvenir de son grand-père, de son père à travailler ça. Dans les pays de l'Occident, il n'y a plus ça. On n'a pas ça. Non seulement ça, mais pour avoir essayé de discuter un petit peu avec les gens, essayer de convaincre, etc., en fait, ils connaissent les vraies faiblesses de leur système constructif. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est exceptionnel. C'est qu'il ne va pas te dire là, là. Quand tu rentres dans les détails, quand tu lui dis ça, quand tu dis par exemple, voilà, on va améliorer le chaînage. Au lieu du bois, on va mettre une maille en polypropylène ou quelque chose. Il comprend. Et quand tu proposes la solution, c'est très simple. Même au niveau des... Ils ont un regard critique, vraiment pointu sur les faiblesses du système constructif. D'ailleurs, c'est la raison presque principale du refus de ce type de matériaux. C'est-à-dire qu'on parle de faiblesse au niveau des toitures, on parle d'insalubrité en vrai. Alors que cette insalubrité, en fait, avec les technologies actuelles et les connaissances qu'on a, c'est facilement réglable. Parce que là, on est en train de critiquer un matériau pour sa qualité de matériau et non pas pour ce qu'il peut faire. Après, sur la préférence locale pour le ciment, la population locale privilégie la construction en ciment pour des raisons économiques, essentiellement. Non, du tout. Non, ça coûte plus cher de construire en ciment à la montagne. Je vous ai dit, la composition est simple à comprendre. En ville, ça coûte pareil. À la montagne, ça coûte beaucoup plus cher de construire en ciment. Mais ça permet d'ériger des bâtiments. Là, tu parles c'est autre chose, ça. On parle coût. Pour le coup, ça coûte plus cher. Et de toute façon, le pire, c'est que n'ayant pas les moyens, parce qu'à la campagne, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne brassent pas d'argent, et ils ne terminent jamais les projets. Et ils ne sont jamais faits dans les règles de l'art, même en béton. Ils ne peuvent pas. Parce que là d'ailleurs, ça a été soulevé. C'est trop moche. Non, mais au-delà de l'aspect esthétique. Ils ne terminent pas les projets, parce que comme les matériaux industrialisés ont le grand avantage d'être insensibles à l'eau, moins sensibles à l'érosion, on va dire, à court terme, ce qui fait que vous avez 5000 dirhams, vous achetez quelques hadas, vous mettez un mur. Vous allez souvent trouver des maisons ni commencées ni finies, elles resteront comme ça jusqu'à ce que la fin de vie arrive. Parce qu'il y a une fin de vie aussi. Et ça, il faut vraiment le faire. Le cas classique, quelqu'un a une maison en terre ou là en pierre en rez-de-chaussée. Il a besoin de rajouter une pièce. Soit il va la rajouter dans la cour, soit il va la rajouter à l'étage. Alors il va couler une espèce de dalle sur l'étage, il va mettre quelques murs, et il va partir pendant 1 an, 2 ans, il va remettre un linteau, quelques briques. Ne protégeant pas les aciers, et avec l'humidité qu'il y a à la montagne, la pluviométrie, etc., les aciers sont déjà rouillés, que lui, il n'a même pas encore terminé sa maison. J'ai connu un type, une fois, j'ai fait du trek en montagne. On est arrivé à 1h du matin, je me rappellerai toute ma vie, mort. Il avait une maison en terre, et il avait construit une pièce comme ça en béton. Donc il a voulu bien faire, il nous invite dans la chose qu'il ne fallait pas faire. Et donc qu'est-ce que je vois? Je vois les traces de sel qui sortent de la dalle, c'est-à-dire qui correspondent aux aciers. Les aciers sont déjà rouillés. Il me dit, j'ai mis 10 ans à construire cette pièce. Elle était morte, la pièce. Wallah, j'avais envie de pleurer. Et il a mis tout. Ces économies. Ouais. Pour aucun résultat, froid glacial, et elle est morte. Il faut la démolir. Pire que ça, le troisième effet pire, cette maison est collée à l'ancienne. Pour la démolir, il va défoncer celle qui est en dessous. Les gens ne savent pas qu'il y a une durée de vie. Ils ne savent pas que l'enrobage, il augmente ou il diminue. Donc pas d'enrobage, pas de ceci, pas de cela, pas de la vibration. Il ne faut même pas en parler. Le béton non vibré, à main de quoi l'eau. Les étanchéités, on ne peut pas laisser une dalle sans étanchéité. C'est pas possible. Donc la fin de vie, elle arrive beaucoup plus vite que... parce qu'il faut savoir que l'État nous garantit le béton armé, les structures en béton armé pendant 50 ans, sont garanties par l'État. Pour ce faire, il va contrôler la qualité du ciment, la qualité des aciers et la qualité des mises en œuvre. Ces trois choses-là permettent à l'État de garantir le béton 50 ans. Or, ni qualité de mise en œuvre, ni rien du tout, ni étanchéité, la maison, elle ne fait pas 20 ans. Impossible.
Impossible. Donc, c'est-à-dire, pendant je construis une maison, je vais la démolir de mes propres mains alors que je suis encore vivant. Parce que où est-ce qu'on se fait avoir, en fait? Parce que, bon, si ton père a construit cette maison, tu vas peut-être la démolir, ou tes enfants le feront. Quoi qu'il arrive. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu ne vois pas la catastrophe. Donc, ça passe. Mais quand lui, il va la voir. Il va le voir de ses propres yeux. C'est traumatisant. Ah non, c'est traumatisant, c'est trop grave. C'est pas une question de choix. Non, non, on parle de gens qui ont perdu le fruit de leur labeur et ils travaillent durement. C'est pas quelqu'un qui travaille... Ouais. Alors moi je pense qu'à ce stade-là, avant même d'arriver à la mise en œuvre, il y a justement des problèmes qui ont été soulevés par rapport à cette question-là des aciers. On parle d'autoconstruction, la situation actuelle. Donc c'est des plans de ferraillage qui sont donnés à des gens qui n'ont jamais fait d'études. Le monsieur ne sait pas lire un plan d'acier. Et donc tu lui donnes un plan de structure avec des aciers. À quoi ça sert finalement? Rien. Donc le monsieur il n'arrive pas à le lire. On commence à rentrer dans des ambiguïtés dans le sens où c'est quel acier, c'est quel type d'acier, où est-ce que je vais l'avoir, d'où il vient. Donc un accompagnement et une logistique qui est beaucoup plus pesante, avant même d'arriver à la construction de... Et donc automatiquement un choix de facilité, un choix de mauvaise mise en œuvre, etc. Pour moi c'est une question qui est très très simple, dans le sens où il y a déjà un rapport qui se fait avec le matériau, qui a le minimum d'impact possible, et donc qui a le minimum besoin d'encadrement, qui prendra plus de temps dans la phase de réflexion, mais qui sera beaucoup plus rapide dans la phase de mise en œuvre. Je pense que la phase de réflexion, oui. Dans l'état actuel, en tout cas, avec l'expérience que l'on a aujourd'hui, on avance. On ne va pas réfléchir très longtemps pour faire de la prescription. Pas compliqué du tout. Oui, le seul souci, c'est d'arriver au fait un peu à convaincre du choix économique, parce que là on dit oui c'est économiquement moins cher. Il faut avoir aussi peut-être avoir le même combat avec les mêmes outils, quoi, dans le sens où on a des chiffres clairs par rapport à ce que coûte une maison pisée dans tel ou tel endroit quand on n'a pas de logistique, ou d'avoir le nombre d'hommes dont on a besoin pour construire, et donc faire un comparatif entre les deux, une étude d'impact finalement. Qui fait ça? Qui sensibilise les populations locales? À quoi? À quoi exactement? Sensibiliser à quoi? À choisir justement. Non, actuellement le système est en transition pour être positif et très positif oui, soyons positifs. Parce que le système est en phase de transition. La transition a été accélérée par le tremblement de terre. Le problème, c'est que la transition concerne des gens qui sont pour la plupart illettrés, excentrés, et qui ne veulent peut-être pas la transition, qui veulent en fait l'inverse de la transition. Et là, le vrai problème, peut-être, il est là. Donc, le système lui-même... Pourquoi ils veulent l'inverse? Si tu leur donnes le choix, ils vont construire en ciment. Pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine. Alors, le pourquoi, il y a plusieurs raisons. On a le temps. Bon, premièrement, ils veulent ce qu'il y a de nouveau. C'est normal. Là, ils veulent la nouveauté. Ça, c'est un travail sur l'imaginaire. Ils veulent de la nouveauté. Nous voulons tous la nouveauté. Quand un nouveau téléphone sort, tu as automatiquement envie de l'acheter. C'est un peu intéressant. Voilà, ok. Ils veulent la nouveauté. Ils ne veulent plus rester comme ils disent dans les siècles disparus. Pourquoi? Parce que leur modèle est devenu la ville. Pourtant, il y a aujourd'hui un attrait pour le durable. Non, l'attrait pour le durable, il n'est pas chez les intellectuels, il est chez une tranche des intellectuels. Il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui... Les intellectuels non capitalistes. Non, même pas ça, c'est même pas une question de capitalisme. La prise de conscience n'est pas arrivée, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il mais bien sûr, moi je connais beaucoup d'architectes qui te disent écoute, c'est Oussama, on sait que tu es un monsieur gentil au Dakchi, mais tu gardes pour toi, fous-nous la paix. Nous on fait des immeubles, on la fait solidité. des en verre. Là, il y a cet argument pour le séisme. On reste le cadre du séisme, Voilà, c'est ça. Non, c'est une question de projection. C'est la quête de profit.
Non, 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 même pas. Non, je vous parle. On parle d'échelle de la conscience. Non, quand tu parles de l'architecte, tu ne parles pas de tout ça. Lui ne se projette pas comme ça. C'est sa conscience entre lui et lui-même. Non, c'est pas une question de conscience. Prendre conscience de ce qui vient de se produire et agir en conséquence. Quand il va en vacances, il va aller dans une maison d'hôte construite en Pise, mais son propre métier, il ne le voit pas comme ça. C'est un peu de folklore. Il a été toute sa vie. Pourquoi parce qu'il ne comprend, parce qu'il ne voit déjà. À part le profit, moi je vois pas pourquoi. Non, je vous parle de gens bien, hein, de gens vraiment honorables, mais dans son activité professionnelle, il comprend pas. Il pense pas que c'est faisable en fait. Gars. Il pense donc c'est de bonne foi, mais il pense que c'est pas faisable. C'est purement intellectuel. Là, je pense que c'est même au-delà. Il y a même un travail qui a été fait sur l'association, les modèles esthétiques. On va justement parler du modèle, de la crise du modèle, et donc de voir l'urbain comme étant un objectif à atteindre. Mais il y a eu aussi un travail sur le modèle existant comme étant un modèle associé automatiquement aux pauvres. Et donc il n'y a jamais eu réellement de réflexion autour de comment moderniser, parce que quand on parle de modernisme, on peut moderniser des matériaux comme la terre ou la pierre, on peut faire de la technologie à partir de la pierre ou de la terre. Et donc il n'y a jamais eu de réflexion autour de ces matériaux-là. Il y a eu juste, on laisse ça pour quand, c'est du passé. On vient avec un nouveau truc qui est associé automatiquement à une classe sociale, à un modèle. Et ça a été fait pendant 100 ans. C'est un réel travail qui a été fait sur l'imaginaire collectif, autour des modèles, des esthétiques, des baies vitrées, et donc de l'industrialisation, d'une nouvelle phase. On parle de mouvement moderne. Et donc, c'est d'ailleurs le modernisme en lui-même, il y a eu un glissement de sens entre ce que veut dire le modernisme. Il est automatiquement lié au béton, alors que moderniser, en fait, c'est juste rendre moderne quelque chose. Et donc le terme en étymologie, il y a eu un vrai travail derrière. C'est les médias, c'est les modèles, c'est les esthétiques, c'est l'acier, c'est l'invention de... Donc tout ce qui était avant va en fait automatiquement associé au patrimoine. C'est un élément patrimonial. Donc on ne le réactualise pas, on le préserve comme un musée d'une histoire passée très folklorique, à visiter, dans laquelle on va passer un petit séjour, et puis on revient à la vie en ville. Donc le patrimoine, c'est quelque chose d'inaccessible, on va dire. Ça reste... pour le Pékin moyen. C'est ou bien l'élite, ou bien le pauvre. Exact. Et c'est une certaine élite, c'est un autre niveau. En fait, on a eu des architectes pendant les années 80-90, comme Mouyal, etc., Bocara, qui ont travaillé des super maisons à la campagne. Et les Mouyal, par exemple, Charles Bocara, voilà. Ils ont fait des super maisons, là, si Gilles Massy aussi, des super maisons dans la Palmeraie qui coûtaient très très cher et qui, parce que ces gens avaient un niveau de conscience, ils ont demandé, ils ont exigé qu'il y ait du modernisme dans les matériaux qui les intéressaient et qui étaient reliés aussi au patrimoine, etc. Donc une certaine vision de Marrakech en fait. C'est comment eux ils voyaient Marrakech, un peu orientaliste finalement. Voilà, un peu d'orientalisme, même néo-orientalisme, parce que donc on a commencé à dire la terre c'est pour les gens très riches, ou bien les gens très très pauvres. Et c'est deux esthétiques différentes, il faut savoir. Hein. Quand on parle des matériaux locaux pour les gens très très riches, en fait c'est des esthétiques qui sont très très proches des esthétiques du béton. Et quand on parle du bâtiment pour le très pauvre en matériaux locaux, en fait c'est une chaumière un peu bricolée. Et donc il y a eu un travail autour de ça. Mais quand tu montres par exemple à un villageois un bâtiment fait en terre qui est très très bien fait, en fait ça change complètement le paradigme. Moi, j'ai eu des gens qui ont visité des chantiers que l'on a en cours, qui sont des gens de la campagne, ils n'en revenaient pas. Ah, il raconte ça. Il est reparti au village, à Tahnaout. Il est remonté dans son village, il a loué une voiture, il a amené ses amis, il leur a dit vous ne pouvez pas rester dans cet état d'ignorance parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ça, en fait, ça ne concerne pas que les gens du village, ça concerne le système lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui ne sait pas. Il ne sait juste simplement pas que c'est faisable. Donc votre travail de sensibilisation, ce que l'on est en train de faire maintenant, ça peut changer les choses. Parce que c'est juste une question de savoir que c'est faisable, que c'est garanti, le confort, tout le monde le sait, et qu'on peut construire à grande échelle. Voilà, c'est pas compliqué. Et que c'est pas une image de chaumière, surtout aussi.
Pour moi le travail sur l'image il est très très important parce que les codes, les images, bah, en fait, c'est ce qui façonne notre monde actuel à travers le média, à travers ce qu'on voit, à travers même les esthétiques, les logos, etc. Et donc je pense que ce travail-là, associé automatiquement, bon, d'ailleurs même les pionniers de ce type d'architecture, leurs bouquins, ils ont peut-être glissé en donnant des titres, que ce soit The Architecture of the Poor avec Hassan Fathy. Donc déjà le langage, la sémiotique du langage est très complexe. Qui m'a reçu ça? L'architecture du pauvre, ouais, j'ai jamais aimé ce titre, mais c'est comme ça. C'est pas lui. Enfin, lui, c'était لا لا إمارة الفقراء إمارة الفقراء c'est lui qui écrit comme ça. هذا حسن فتحي ما يسمى بشيخ المعماريين donc le calife. Le calife des... Oui, c'est quelqu'un qui a été vraiment auréolé de succès parce qu'il a eu à un moment où personne ne s'intéressait vraiment, même pas dans les pays soi-disant post-retraite pour lui. Oui, peu importe. Mais oui. Succès, en vrai. Non, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il a fait quelque chose et donc le livre qui raconte un petit peu ce voyage a été intitulé L'architecture du pauvre. Bon. Déjà, Born Dead. C'est un peu dommage, mais l'essentiel, c'est que... La traduction française, je la trouve plus intéressante. Oui. Construire avec le peuple. Oui, c'est plus sympa. C'est plus de gauche, quoi. C'est c'est plus clean, avec une écharpe rouge. C'est ça. Gauche caviar. Avec le peuple. Donc la question de perte de savoir-faire, c'est une question là, elle est existante. Perte de savoir-faire réel, de technique. Elle est là. En fait, c'est une petite flamme. Le vrai sujet, ce n'est pas la perte des savoir-faire ancestraux. C'est-à-dire que le séisme a prouvé que le savoir-faire ancestral n'est plus suffisant. Il a prouvé qu'on a besoin, un besoin impératif, de reprendre l'évolution, notre évolution, de nos systèmes constructifs locaux et d'intégrer les avancées technologiques, les avancées scientifiques pour améliorer et pallier les éventuels manquements ou les éventuelles faiblesses. Et ça, l'homme classique, l'homme vernaculaire, entre guillemets, il a besoin d'être formé pour ça. Il a besoin de savoir déjà que ça existe, savoir la pertinence de pourquoi on fait ça, et ensuite comment le réaliser, et il faut qu'il s'approprie tout ça. Donc, c'est ça, exactement. Et c'est une condition sine qua non pour que ça reprenne. Qui va le former ? On est en train de... Je pense que dans une quinzaine de jours, on va commencer la formation, Inch'Allah. Oui. On parle de combien de bâtiments dans votre projet ? Là, on parle de formation. Là. La formation, c'est un centre de formation provisoire que l'association Labina est en train de monter à Tahannaout. C'est un centre vraiment provisoire, c'est-à-dire qu'il va répondre à l'urgence. C'est des bâtiments conteneurs, une installation provisoire. Et on va commencer par une trentaine de personnes à former pour justement, après, les disséminer à travers le territoire pour qu'ils puissent assister, notamment les architectes, et les donner. Parce que, d'où ça vient ? Ça vient du fait de la personne que je vous ai dit qui a visité les chantiers et qui s'est dit c'est pas possible, on en est là et nous on ne le sait pas. Donc, cette personne, quand elle repart, c'est un excellent émissaire. C'est-à-dire, c'est un ambassadeur de premier choix. Parce qu'il a vu et il arrive avec une énergie. C'est pas quelqu'un qui dit oui, bah, c'est bien. Non, il arrive avec une énergie et il voit les choses de dedans. Il n'est pas... C'est quelqu'un qui connaît et qui pensait savoir, mais qui s'est rendu compte que il y a quelque chose ça a bougé. Les choses ont bougé et ça a tenu au séisme. C'est un imaginaire que lui, il rêvait d'avoir dans sa maison en béton. Donc, tu lui donnes les avantages qu'il veut sans les inconvénients, avec ses propres matériaux. C'est QFD. Non, mais de toute manière, moi je pense que la question actuelle, même dans le sens plus large, elle va se poser qu'on le veuille ou non. Il y a une crise de modèle qui est très très claire, même dans le domaine du bâtiment, même dans le domaine de l'architecture. En vrai, on a des architectures qui sont complètement identiques.
et des architectures identiques mais complètement décontextualisées en vrai. Pour moi, c'est un vrai problème de se retrouver. C'est-à-dire que la même architecture qu'on a dans ce quartier, par exemple, on peut la retrouver à Salé. À Rabat, on est vraiment sur le même modèle qui se répète un peu partout. Aucune caractéristique régionale, aucun respect des habitats, des modes de vie. Qu'est-ce que tu veux respecter de régional quand tu construis avec des matériaux qui sont les mêmes? Il y a une seule usine qui produit un seul matériau et voilà. Et donc, c'est contre la personnalité, c'est contre la régionalisation, c'est contre la spécificité, c'est contre standardiser, c'est tuer même l'architecture. C'est tout. pour ça que moi, l'idée de l'image et de l'esthétique, elle est intéressante. Parce que l'esthétique, elle est aussi dans les couleurs des matériaux, dans leur forme, dans leur diversité à travers le territoire. Tu peux faire le même territoire qui a 20 km de long en linéaire, tu peux avoir une centaine de couleurs complètement diversifiées. Et c'est ce qui fait la caractéristique. On n'a pas une terre ou une pierre, mais on a des terres, des pierres. Autant de terres et de pierres que de régions. Que de régions. Et que de territoires. Sur le même territoire, on peut en avoir une dizaine, sur le même périmètre. Et donc ça, c'est pour moi une richesse qui est incroyable. Je pense que le système marocain, du moins, en est conscient. Il y a eu d'ailleurs le discours royal de Feu Hassan II qui était très très probant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine intelligence, il suffit de savoir la regarder et de savoir la défendre. Maintenant, je pense qu'entre le savoir et le faire, réellement, il y a encore quelques petites hésitations. Et c'est là où peut-être l'idée de créer des filières ou d'encourager en vrai ce type de domaine pourrait créer un renouveau. Ça se fait, c'est actuellement en train de se faire à l'étranger. Je trouve que le Maroc devrait être pionnier de par son histoire, de par son patrimoine. On n'a pas à attendre que la France le fasse, alors qu'elle vient tirer tout son savoir-faire ici au Maroc pour aller créer des filières en grande majorité. Et donc je pense que c'est très très important de venir de renouer avec le patrimoine, pas pour le sacraliser, mais pour l'étudier. Bien sûr, il faut développer, il faut reprendre notre développement civilisationnel là où il s'est arrêté. Mais on peut le faire de façon beaucoup plus intéressante et rapide, parce qu'on va capitaliser sur les erreurs des autres. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a laissé des gens qui nous ont précédés faire des erreurs. Et finalement, notre retard n'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'on peut repartir mieux en ayant moins d'handicap. Et c'est génial. C'est vraiment très, très intéressant. On n'a pas à refaire les grands ensembles pour comprendre que voilà, il y a un impact. On peut reprendre. Et c'est là où moi je dis le souvenir et le rapport aussi à ce type de matériaux est encore existant. Les gens habitent encore dans ce type de bâtiment. Vous savez, quand j'enseigne à l'ENA, les premiers cours, j'essaye de convaincre les étudiants qui arrivent en début de cursus d'architecture de s'intéresser à mon cours. Bon. Ce qui fait que l'exercice, j'ai pu l'améliorer au fur et à mesure. Et parmi les choses que je leur dis, je dis, écoutez, vous n'êtes pas les architectes d'aujourd'hui, vous êtes l'architecte dans 10 ans, pratiquement. Qu'on en première année, il va vraiment commencer à être architecte 10 ans après. Parce qu'il a 6 ans d'études, il va essayer à partir de 10 ans, il peut prétendre. Voilà. Donc, dans 10 ans, si j'étais vous, je vais voir quelles sont les tendances. Jusque-là, très scientifique. Je leur dis, écoutez, moi, je suis né en 70, donc j'ai 50 ans, j'ai vu un petit peu l'évolution du goût du marché. Je vous donne un exemple tout de suite, ici, dans cette pièce. Schnaoua. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, cette peinture, qu'est-ce que c'est? À quoi elle essaie de ressembler, cette peinture? C'est une bonne question, ça. Les peintures à la mode, c'est ça, aujourd'hui. Ouais. Dans les années 80, dans les années 80 ou 90, tu mets ça dans la villa de quelqu'un, il t'envoie en prison, direct. Tu es peintre, tu fais ça, il صيفط كل الحبس. يقول لك اسيدي انا عندي فيلا ديال 10 مليون ديال الدرهم هذا التخربيق هذا عافاك ديه لي ليه. Il faut que ça brille. L'imaginaire, il est construit comme ça. Aujourd'hui, pourquoi les... La mode est cyclique. J'y arrive. Pourquoi les fabricants de peinture fabriquent ça? Parce que la même chose existe avec la chaux, et avec le plâtre, et avec la terre. C'est-à-dire, tout ce qui est travaillé avec une spatule ou une taloche, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y a une irrégularité, et on voit la main de celui qui a travaillé. On voit encore son mouvement. Achevé ou inachevé, on le voit. Donc,
c'est une opportunité sympathique quand même. Je l'ai vu tout de suite en rentrant, je dis ce qui fait que ça veut dire que on a tellement usé les modèles que finalement il n'y a plus que le modèle naturel ou patrimonial qui fonctionne. Parce qu'il a un charme, parce qu'on voit la trace de l'humain. Parce que qu'est-ce que notre problème aujourd'hui, c'est que tout est fabriqué avec une machine. Le handmade actuellement, c'est la tendance actuelle. Et ça c'est l'intelligence de l'industriel qui a compris que le handmade était vendeur et qui t'a quand même donné une solution 4 à 5 fois plus cher, négatif, 4 à 5 fois plus cher pour... Ah, c'est mon métier, monsieur. 4 à 5 fois plus cher, en non écologique et en non respirant. Bon, parce que le support n'a pas besoin de respirant, puisque derrière, ça ne respire pas. Donc jusque-là, tout va bien. D'une part, donc toutes les peintures qui se vendent aujourd'hui ressemblent à des mises en œuvre, soit de chaux, soit de plâtre, soit de choses. Autre chose, j'y arrive, voilà. Les carrelages, aujourd'hui, ils ressemblent soit au bois, soit du marbre. Avant, on avait des formes psychédéliques avec des ronds. Bon, ça c'est très joli parce que ça ressemble à du bois. Et ce n'est pas du bois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le marché, dans le choix de l'esthétique, en fait, il te parle d'un niveau de résonance ou d'un niveau de conscience collectif. Vraiment, c'est une moyenne sur la planète. Et c'est ça qu'il faut regarder quand tu te projettes. Dans 10 ans, c'est ça que tu dois faire attention à ça. Ça veut dire que, je leur dis, écoutez, là, on en est dans les finitions. Mais dans 10 ans, les gens vont aller de plus en plus au fond des choses. Et vont exiger des choses de plus en plus authentiques. Et quand toi, tu seras là, bien sûr, mais c'est clair. Tu auras pris déjà une longueur d'avance par rapport aux autres. Ça c'est clair pour l'architecte. Mais au-delà, je pense que même les personnes sont de plus en plus désireuses d'authenticité. On parle actuellement d'expérience authentique. C'est même dans le domaine de l'hôtellerie, etc., on vient avec des expériences authentiques. Ils préfèrent même payer plus pour un bois, un vrai bois, que de venir avec un plaquage. Venir avec une vraie pierre que de venir avec un plaquage. Parce que finalement, à force de vouloir se rapprocher de la nature, il n'y a pas mieux que la nature elle-même. Donc, pour moi, c'est là où l'image, elle est intéressante, parce qu'en vrai, il y a aussi un retour, même au niveau du textile, etc., vers des modes de recyclage, de revenir vers des choses qui font sens à tout le monde. On voit une vague énorme aussi de personnes qui quittent leur boulot parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est une prise de conscience qui est collective, mais qui naît chacun chez les agriculteurs d'ailleurs. Ça, c'est très probant. La permaculture, tous ces éléments-là qui sont en train de virer les pesticides et de revenir vers des choses de la main et de l'humain, je pense que c'est pas juste une tendance, c'est une réalité des choses que l'être humain ressent, parfois qu'il n'arrive pas à verbaliser, parce que chaque espèce finalement arrive à sentir qu'il y a un danger. Et qu'on le veuille ou non, je pense que les industriels en sont très conscients de comprendre qu'il y a des industriels qui commencent à venir avec des labels verts. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est en train de se faire, qu'on n'arrive pas à verbaliser clairement, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui est en train de se faire. Vous avez dit que la tendance, moi je pense qu'à un niveau, si on zoom out, je pense que la planète, elle est passée par et elle est encore à une phase vraiment de mal-être à cause de l'activité humaine. C'est-à-dire que générer de l'argent en faisant n'importe quoi, quelle que soit l'activité, juste pour générer de l'argent, ça a provoqué des catastrophes extraordinaires. Et au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la fonte des... Ça peut, comme dit mon ami hier, il a réussi à me convaincre, que même les séismes pouvaient, étant donné le changement de pôle ou la déviation de pôle magnétique de la Terre qui... Il y a un article scientifique. D'ailleurs, il y a Greta, elle a sorti un bouquin, Le Grand Livre du Climat, qui est extrêmement intéressant par rapport à tout ça, et elle parle des boucles rétroactives. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est des boucles, il ne faut pas avoir peur. Greta a fait des études, Greta elle a sorti un bouquin autour de ça. Ah, d'accord, La grande depuis 92. Parce que le premier discours qu'elle avait fait, c'était autour du climat, justement, des trous de l'ozone, etc. Mais là, dernièrement, elle a sorti, d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes militantes envers le climat actuel.
Bon, on peut diverger sur sa personne ou autre, mais l'histoire des boucles rétroactives a été prouvée scientifiquement, c'est-à-dire qu'on parle de fonte des glaces qui créent justement une évaporation de CO2 au niveau de la couche du permafrost, qui crée ensuite un réchauffement planétaire qui ensuite induit une plus grande rapidité de fonte des glaces, et ça c'est des boucles rétroactives qui sont en train de naître un peu partout et qui sont interconnectés. Et ça influe sur ça influe surtout sur le mouvement, pas que des plaques, ça vient pas uniquement des plaques, ça vient des changements des courants maritimes. Et donc ça vient d'un changement de pôle. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement réelles, c'est-à-dire que tous les scientifiques du monde actuellement sont en train d'alarmer le monde par rapport à ce qui est en train d'arriver. On a plus de 50% de la disparition des espèces à l'échelle mondiale. Et ça n'a jamais été le cas. Enfin, on peut parler de changement de climat à travers les différentes ères, mais là, on est en train de réellement arriver. On sait tous que l'être humain, en fait, il est au sommet. Donc, on ne le voit pas. On est en plein au centre du tourbillon. Donc, on ne voit pas du tout l'impact. Mais finalement, quand ça nous atteindra, là, on est en train de le voir avec l'inflation des prix, le manque des ressources, le manque de pluie. Et ça, c'est des choses qui sont complètement interconnectées. On a tendance à croire qu'on est isolé d'un système, alors qu'on en fait partie. Et donc, quand tu n'as plus de ressources, au fait, tu n'existes plus. La crise actuelle des abeilles, c'est juste incroyable ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas des choses qui sont bénignes. On parle de l'essence même de la vie, quoi. Et donc, pour moi, c'est complètement interconnecté. Il ne s'agit plus de dire, oui, c'est une tendance, on a envie de travailler avec de la terre ou des matériaux locaux parce que c'est fun ou que c'est patrimonial. Ça, c'est une histoire de survie. L'être humain est en train de sauver sa peau, quoi. Pour moi, c'est le principal combat, en vrai. Au-delà des catastrophes naturelles, on a vu qu'en Grèce, il y avait eu des inondations à la même période, qu'il y avait eu des incendies à la même période, qu'il y a eu des ouragans vers le sud de l'Afrique. On est en train de vivre cette crise. Et c'est une crise d'énergie, mais aussi de climat. Et ça va de soi, quoi. Et alors, je fais des transitions maintenant parce que je suis devenu journaliste. L'histoire du séisme, en fait, c'est une chance. Mais on ne pouvait pas rêver au Maroc d'un événement qui puisse forcer le changement aussi radicalement que ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut mettre à profit. Et il faut faire très attention, parce que le Maroc, il a eu une décision courageuse de dire « je ne veux pas des aides de l'étranger ». C'est, voilà, souveraineté, jusque-là, pour. Mais, si on gère mal cette histoire, on va être un petit peu ridicule. Et le Maroc ne peut pas supporter le ridicule. Le Maroc est un pays qui subsiste un petit peu grâce à son intelligence diplomatique. Bon. Et il est dans une place exceptionnelle par rapport même au globe. Bon. Et donc, pour une fois, c'est un choc aussi grand que celui du protectorat ou de l'invasion française. À mon avis, c'est le deuxième choc que connaît le Maroc depuis... Ah oui, c'est un choc, c'est un gros choc. Mais là l'avantage, c'est qu'on a la main pour bien jouer voilà, bien faire les choses. Et bien faire les choses, ça veut dire que si on va faire une supposition, on fait de l'éco-construction améliorée, on va inventer de nouvelles manières d'améliorer tout ce qui est système constructif vernaculaire et le rendre de plus en plus efficient, facile, à la portée de tous, etc. On va former une génération de constructeurs. Mais même des filiales économiques. Évidemment, quand je dis constructeur, c'est tout ce qui tourne autour. Une génération d'architectes, finalement, en réalité. Une génération d'ingénieurs, une génération de techniciens, une génération de... Et ça va naître à la montagne, ça va être le laboratoire du Maroc. Et ça va redescendre. Donc ça c'est une vision, mais on ne peut plus réaliste et on ne peut plus porteuse d'espoir. La seule chose, c'est qu'il faut casser cette histoire de vite. Ça il faut vraiment abandonner cette histoire de rapide, se donner minimum 2 ans et plus, voire 3 ans, ce serait l'idéal. Se donner des temps juste raisonnables.
Et de toute façon, même si on se donne des temps, voilà, on n'aura pas le choix. Parce que, il y a combien de maisons à construire à peu près? On est arrivé actuellement, il y a juste la province de Chicha, on arrive, en tout. je pense qu'on est sur 6 000, 7 000 ou plus. Je parle de ce qui a été demandé actuellement. Parce que les 50 000, c'est quoi? C'est les gens qui ont été touchés ou c'est les projets? Bon, ça, je parle moi des demandes. Alors, je pense qu'il y a 50 000 et je pense qu'il y a 50 à 60 000. Personnes touchées, mais moi j'arrive. Là, pas de personnes, de projets sinistrés. Possible, très oui. possible. Ça ne m'étonnerait pas parce que là, Là, c'est ça. C'est ça. Juste pour la province de Chichaoua, à 2500 demandes. Chauffe, il y a le premier ratissage, la première opération de, ça a donné 50 000, on est à plus vers 160 000 maintenant. 60 000 projets, si tu les fais en un an, il va te falloir, en termes de personnes, disons minimum 4 à 5 personnes, 6 personnes par projet. Fais le calcul rapidement. Il faut 400 000 personnes à travailler en même temps. À temps plein. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même pour former, c'est impossible. Sauf si on lance des opérations, voilà, comme les opérations obus avec des gros entrepreneurs qui viennent. Il n'y a pas de. Et encore, est-ce qu'il y en a un qui pourrait faire ça? Ça les intéresse pas. Pour former les... Pour former, pour déplacer les engins, Non, il n'y a pas d'engin. Avec les 140 000, il n'y a aucun entrepreneur qui va faire. Même en autoconstruction, c'est à peine si ça passe. Donc, il n'y a pas de profit, donc il n'y a pas d'entreprise. C'est simple. Donc, c'est les gens qui vont se prendre en main. Et c'est ça qui est bien, parce que ça force les gens localement sinistrés. C'est une mise à niveau, en fait. C'est une mise à niveau forcée et qui peut... Encore faut-il qu'ils soient sensibilisés. Alors, ça c'est exactement l'objectif du centre de formation. Parce que comment on a un petit peu essayé de se projeter, on s'est dit, bon, effectivement, on voit que le vernaculaire ne marche plus tel quel. Il faut l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut de la formation. Déjà la procédure d'autorisation est une amélioration. Déjà techniquement. Comment former? C'est-à-dire, on ne va pas former l'ouvrier, non. On va former quelqu'un qui va chapeauter un territoire, dans un premier temps. Donc on va former par vague de 30 à 40 personnes tous les mois ou tous les mois et demi. Des gens, ils vont aller s'éparpiller de plus en plus dans le territoire. Si une personne peut chapeauter 4 à 5 doigts sans problème, une seule personne, elle peut chapeauter, si elle est là en permanence avec un moyen de transport, il peut chapeauter 4 à 5 doigts. Ça veut dire que toutes les 40, donc avec 40 personnes, tu fais 200 villages avec 40 personnes. Ce qui est pas mal. Donc tous les mois, tu peux maîtriser 200 villages. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Avec 3000 villages touchés, au bout d'un an de formation, on peut y arriver. La question qui se pose, c'est surtout aussi celle de la main-d'œuvre. Et là, c'est. Voilà, parce que pour moi, chapeauter, ok. À partir du moment où tu fais de l'autoconstruction, c'est-à-dire où tu as de l'argent pour payer un petit peu les alentours, tu peux drainer de la main-d'œuvre. Tu peux drainer de la main-d'œuvre. Actuellement, je sais que les ouvriers qui étaient payés 100 dirhams d'habitude par journée de travail, aujourd'hui sont payés 150. Okay. Parce que besoin. Et ça, on n'a même pas encore démarré de construire en masse. Attendez, vous allez voir, on va avoir des surprises. Mais les gens ont les moyens, maintenant parce qu'il y a les données de l'État, l'aide directe, etc. Donc ils ont de quoi payer. Ce qui fait que ça va se lancer petit à petit. De toute façon, on ne peut pas tout démarrer, c'est pas possible. Il n'y a ni les engins pour faire du terrassement, ni même assez de matériel pour creuser. Si on commence tous à creuser 6 000 maisons ou 60 000 maisons, on n'a même pas assez de pioches et de pelles. Ce qui est alarmant, c'est de parler aussi de délai pour reloger tout le monde avant le mois de mars. Là, on est en train de parler littéralement du burlesque. Ce n'est même pas. Il n'y aura pas de toute façon. C'est une. Non, je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation. C'est peut-être un effet d'annonce où on n'a pas réussi à faire marche arrière dessus. Mais de toute façon, la réalité est là. Donc. D'ailleurs, là, il y a toujours des marches arrière, c'est encore en calibrage. C'est le cas actuel. Et le fait que la construction, on va dire en matériaux industrialisés, n'ait pas démarré déjà à grande échelle, prouve que ça ne va pas aller se faire comme ça.
Le système sait qu'il a une lacune, mais il ne peut pas affronter ces lacunes de façon frontale. Donc, il va y avoir des essais, il va y avoir toutes sortes de tentatives, y compris des gens qui sont pas très, qui sont des grands pollueurs, on va dire, etc. Ils doivent faire des propositions, et pourquoi pas, peut-être qu'ils vont réussir à trouver des solutions plus adaptées, on ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, il va y avoir, c'est un laboratoire. Cette histoire de laboratoire, elle est très intéressante, justement par rapport à sa proximité à la ville de Marrakech, que ce soit à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Je pense que c'est vraiment l'occasion rêvée pour le Maroc de créer quelque chose qui émerge du bas vers... Pour les étudiants aussi en architecture. Pour tout le monde. Parce que là, on parle justement, on en parlait au début de la standardisation de l'acte de bâtir. C'est vraiment l'occasion ou jamais de créer des identités en architecture. C'est-à-dire que là, moi, généralement, en atelier d'archi, je pousse les étudiants à faire des travaux qui sont complètement différents. Même, enfin, quand je travaille en atelier de 4e année, je les pousse surtout à relever des problématiques plutôt que de venir avec un terrain tout fait et de leur proposer un programme tout fait. Donc pour moi, la grosse lacune de ce type de formation, c'est de donner des programmes tout faits et de créer un architecte dans le seul discours, en fait, c'est un discours d'esthétique, où je viens créer un bâtiment qui ressemble à un autre bâtiment qui a existé quelque part, avec un programme ficelé et qui ne pousse pas à la réflexion critique. Un architecte, dans mon sens, à mon sens, doit être capable de dire peut-être que là, je ne vais pas faire et que peut-être que je peux proposer une alternative. Je dois proposer une alternative. Et peut-être qu'il y a d'autres problématiques que vous n'avez pas soulevées, que je peux proposer. Et ça, c'est de par la formation de notre formation, on nous apprend à gérer des choses complexes. Donc c'est le rôle. Moi, ça me sort des yeux quand j'entends quelqu'un me dire « Ouais, j'ai sorti un plan en 10 minutes et j'en fais 100 par journée. » Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Comment tu as pu complètement te dissocier de toute cette complexité pour arriver à produire quelque chose d'aussi simple, trivial, exact, c'est un peu ça. Et en faire 100 et les proposer à des gens. C'est des humains, c'est un peu toi. Est-ce que tu te projetterais dans ce type de maison? Est-ce que tu y vivrais finalement? Ça, c'est la vraie question. Il faut aller sur terrain d'abord. On va sur terrain, on localise les endroits, on prend contact avec les gens. Ils le savent. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire des visites de terrain en 2 heures. Donc c'est des journées entières. Donc de facto, la procédure va prendre plus de temps. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se calibrer au fur et à mesure. On a évoqué la question de l'intégration des communautés locales dans la prise de conscience, mais aussi dans l'acte de bâtir. Mais comment s'assurer cette fois-ci du respect des normes de durabilité, parce que c'est important aussi. Je ne sais pas si on parle déjà d'efficacité. Oh, bah de fait, oui. De fait. Oui. De fait. Ce sont ces bâtiments-là qui nous ont appris l'efficacité énergétique, en fait. Parce qu'ils sont efficaces énergétiquement du début à la fin. Mais tous ces concepts-là qu'on entend, on est sur de l'hypercirculaire, on est sur de la récupération des débris, on est sur tous ces concepts-là. On est dans des conforts... on parle de participatif, on parle de tous ces concepts-là. La résistance aux catastrophes naturelles, le séisme, c'est un peu l'inondation. Entre autres... Non, les inondations, on n'a pas de problème, parce qu'à la montagne, il y a très peu d'inondations. On est toujours un petit peu... Et puis, il y a des cartes d'aléas aussi. Actuellement, il y a eu un travail monstre qui a été fait par des laboratoires pour établir de nouvelles cartes d'aléas, pour dire aussi qu'il y a des zones non aedificandi ou à gros risque. On va prendre le cas d'exemple. Ça n'existait pas avant ça, je pense que c'est l'une des seules fois où ça a été fait sur un territoire aussi géré. C'est des laboratoires qui ont été mandatés par l'OMRAN aussi. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est aussi des bases de données qui nous ont permis... il y aura des cas de figure qui ne sont pas exacts, mais le gouvernement n'était pas complètement réfractaire au fait de relever des informations une fois qu'on visite le terrain. C'est-à-dire que c'est des cartes qui ont été faites de manière globale, mais une fois que tu es sur place, tu as la compétence, que ce soit toi ou le laboratoire ou le topographe, de soulever qu'il y a une anomalie ou carrément quelque chose à ajuster. Je trouve que c'est excellent en termes de démarche, que ce soit pour l'acte de reconstruire, mais aussi pour l'acte de cartographier, de comprendre le territoire, d'avoir tous les documents nécessaires pour éventuellement même améliorer le logement rural et les territoires ruraux à travers de l'assainissement. Ça devient plus une force de proposition. Juste un tout petit peu.
Et donc, pour répondre à la question de comment garantir, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens connaissent la faiblesse voilà, ils connaissent les faiblesses de leur système et ils connaissent les forces de leur système. Donc, tu n'as pas vraiment besoin. Et puis, ils connaissent les conséquences de le non-respect. Parce que là, les conséquences sont directes. C'est pas comme la mauvaise mise en œuvre, par exemple, d'un bâtiment en béton. Il peut quand même tenir 10 ans ou 20 ans. Vous voyez, là, non. Vous voyez, le matériau a quand même une faiblesse. Voilà, la faiblesse, elle responsabilise. Ah oui, automatiquement. Et même en termes de gestion de projet. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'ils ne peuvent pas démarrer leur projet n'importe quand et le finir n'importe quand. Ils vont faire avec le climat, ils ne vont pas démarrer au mois de décembre un projet sans être sûrs qu'ils vont le terminer, par exemple. Une fois que les moyens sont là, ils vont démarrer. Alors que béton, etc., peu importe. Je démarre n'importe quand, je m'arrête quand je veux, je reprends quand je peux. Donc, en termes de gestion de projet, les gens connaissent cette gestion. Ils savent que, voilà, il faut que ça se suive. Il y a des étapes où on ne s'arrête pas. Quand on va arriver en haut du mur, je dois couvrir. Je ne laisse pas un mur comme ça et je vais partir 2-3 mois. Non. Arriver à tac, je dois faire ceci. Arriver cela, je dois faire ça. Et ils le savent. On n'a pas besoin de leur apprendre ça. Ce qu'il faut amener, c'est des dispositions antisismiques, certains matériaux qui sont admissibles et qui sont durables, même s'ils ne sont pas très écologiques toujours, mais la quantité utilisée et leur durabilité va un peu faire la balance. Elle est très justifiée, mais y compris en termes d'impact sur l'environnement, parce que c'est aussi une question de quantité. Si on utilise des matériaux non... c'est comme les médicaments. Les médicaments sont la plupart faits de quoi? De poison. Donc, vous dites que je donne... Non, mais un poison bien dosé va régler des problèmes très graves. Et c'est exactement la même chose. C'est la notion toute simple, le pharmacon, en fait, l'équilibre entre poison et remède. C'est ça. Moi, je pense que c'est parce que finalement, si on parle par exemple du cas qu'a évoqué Oussama par rapport à la structure éventuelle qui est effectivement issue peut-être du domaine pétrochimique ou autre, si on parle de pourcentage et de qualité, de défaut qui est celui de la dégradation du matériau, c'est un défaut finalement dans la nature, qu'un matériau ne se dégrade pas. Dans le bâtiment, qu'un matériau ne se dégrade pas est une qualité. C'est-à-dire qu'un acier, quand il se corrode, c'est une dégradation finalement. Oui. Si tu le mets dans la nature, c'est une très bonne chose. Mais quand je le mets dans un bâtiment, en fait, c'est très dangereux. Oui. Et donc, comment on intervient, comment on ajuste tous les matériaux et comment on les intègre dans notre acte de bâtir, c'est là où il ne faut pas être puriste dans le sens nombre. Voilà. Peut-être qu'en attendant que d'autres innovations viennent qui nous permettent de complètement sortir de ce modèle-là. C'est pas très grave d'utiliser de la matière qui ne soit pas très écologique pour l'instant. Ce n'est pas très grave parce que justement la quantité est négligeable. Pour le moment, on arrive à garantir la durabilité et la résistance au séisme avec des matériaux non écologiques, mais leur quantité, elle est, je dis bien, négligeable. Négligeable. Oui. Ouais. Tu fais 2 chaînages sur une maison en rez-de-chaussée, la quantité de matière, tu la prends sous le bras. Ouais. Tu dis le zaf taxi, donc finalement, ni poids, ni problème de durabilité, etc., etc., etc. Ce qui fait que... Alors, la deuxième question, c'est la durabilité. En fait, même les matériaux qui ne sont pas durables dans le système vernaculaire, la solution à leur non-durabilité n'est pas catastrophique. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Je vous donne un exemple. Cette maison, une fois que les aciers sont corrodés, qu'est-ce que vous faites? On démolit. Vous allez démolir la maison. Sauf si elle a un intérêt extrêmement patrimonial. On va venir avec des super ingénieurs qui vont faire des super stratagèmes, super chers, très longtemps, pour finalement maintenir un vieillard croupissant pour qu'il ne tombe pas parce qu'il y a intérêt. Ça, c'est une chose, mais que l'on ne va pas faire. On ne peut pas faire ça. Alors, dans une maison, par exemple, en pisé ou lada, ce qui est pratiquement non durable, c'est la toiture.
en termes du matériau qui est le plus à l'air, qui est le plus en contact avec le soleil, le vent, les aléas, etc. Et on a aussi les poutres. Si j'ai une maison qui est couverte avec des poutres en bois, une poutre va se casser ou elle va pourrir. Qu'est-ce que je fais? Je la change. J'enlève la poutre, je remets une autre poutre. J'enlève même pas les meubles. Je n'enlève même pas les meubles. Donc, même la réparation, la suture d'un mur en terre est extrêmement simple. C'est-à-dire là, tu as une fissure dans un mur en aglo sur les angles. Tu prends un mur qui est fissuré de bas en haut. Tu t'es dit, ouais, quoi qu'Allah, rien. En une journée, c'est fini. Tu règles. Fini. On n'entend plus parler. C'est réellement ça, au fait, la lacune actuelle de ce type de démarche. Et c'est faisable, parce que comme on a pu créer des filiales un peu partout avec des laboratoires, si on le veut réellement, au fait, il faut former des laboratoires d'expertise autour de ça. Quand on le veut, par exemple, pour les HMR, il y a eu des laboratoires qui donnent des expertises autour de ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un patrimoine dans la définition actuelle du patrimoine, c'est-à-dire un truc classé pour dire que ça, ce n'est pas un patrimoine? Parce que le patrimoine, finalement, il diverge d'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre. Le patrimoine chez les Asiatiques, ce n'est pas le patrimoine en Occident. Et donc, on est vraiment sur des notions où il faudrait peut-être même redéfinir certaines choses. Il y a un patrimoine aussi de culture locale. Faut-il classer le patrimoine? C'est la question qu'on peut se poser. Ça oui et non. Oui et non. Il y a des avantages, mais il ne faut pas classer juste pour classer. Voilà. Pourquoi tu classes? D'ailleurs, l'UNESCO, quand tu demandes un classement, il te demande ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ce truc une fois qu'il est classé? Et si le plan de gestion n'est pas à la hauteur, on ne classe pas, monsieur. D'ailleurs, Marrakech est l'exemple type du classement. Voilà, on a classé. Oui, on a classé. Et alors on fait ce qu'on a envie de faire, monsieur. Vous avez classé, merci. Non, maintenant, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. La palmeraie, même si on fait une petite bifurcation, c'est pareil. La palmeraie a été classée, regardez l'état de la palmeraie. Mais ça, c'est ça. Oui. En fait, donc pour moi, c'est finalement, quand tu veux classer, ou là, si tu as envie de préserver un patrimoine, tu préserves les gens qui en sont conscients. Oui, oui. Donc, avec le plan de gestion, c'est ça qui détermine la totalité de ce que tu vas faire. Donc tu dois te projeter, tu dois être visionnaire, tu dois être d'un certain niveau avant de classer quoi que ce soit. Au-delà du bâtiment lui-même, je peux comprendre qu'il y ait des bâtisses qui n'aient pas un réel intérêt, mais si tu préserves, tu arrives à créer un réel savoir-faire dans ces villages-là, lui, il devient garant de son patrimoine. Exactement. Tu n'as même plus besoin de... Je rebondis. J'ai fait un petit peu pas mal de sorties, juste après le séisme, pour cette histoire de, oui, est-ce que vous voulez reconstruire en matériaux locaux? Essayez de tâter le pouls. Et encore une fois, je pense que les gens, il ne faut pas discuter que techniquement avec les gens. Non, non, non. Il faut lui dire, une fois que tu as reconstruit ta maison, qu'est-ce que tu fais? Là, déjà, il t'écoute. Hein. Tu peux me croire qu'il t'écoute. Tu lui dis, de toute façon, tu vas reconstruire un habitat. Parce que tu ne resteras pas dans l'attente. De toute façon, ça c'est évident. De toute façon. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? De quoi tu vas vivre? Je veux dire, voilà, on va poser un scénario. Posons un scénario. Prenons deux villages. Wahdena. Très simple. Ce village, il va reconstruire en éco-construction. Et ce village, il va faire en béton. De toute façon, ce ne sera jamais bien fait. Pourquoi? Parce que, premièrement, les moyens ne sont pas là. Les moyens financiers et humains et intellectuels, etc., et techniques, donc, le village, après la reconstruction, ça va être un bidonville. Un village. Ce ne sera plus un village, ce sera mort. Le village, il va être modèle. Supposons, moi, je suis monsieur XY, touriste marocain, étranger, peu importe. Je passe avec ma voiture devant les deux villes. Où est-ce que je vais m'arrêter? Si je m'arrête ici, je vais dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. C'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que je vais... Blati, je rentre dans ce village, je vais voir ce qui se passe. C'est exceptionnel. Puisque tout est Hiroshima, Nagasaki. Et là, je retrouve le Maroc idéal finalement, ou là le Maroc en montagne idéal. Donc je vais aller dans ce village. Dans le meilleur des cas, un Maroc réellement réfléchi autour de l'éco-construction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans ce village. Je vais tout faire pour voir comment ça s'est fait. Je vais m'intéresser finalement à qui? Aux gens. Donc,
Je vais leur dire, mais c'est exceptionnel. Je vais forcément investir dans ce village. Soit dans ce village, soit essayer de dire, venez. Qui a fait cette maison? Je connais des flan. Ah, c'est dit, moi j'ai un projet. Ou là, je connais un architecte qui m'a demandé de Hada. Ou là, j'ai un investisseur qui va faire un éco-village, etc. Parce que de toute façon, c'est mort partout ailleurs. Qui prend le modèle. Donc, qu'est-ce que je vais copier? C'est ça. Et donc, ces gens, ça c'est l'étranger qui va essayer de voir. Les gens eux-mêmes, pour faire ce village, t'imagines le niveau qu'ils ont atteint à force de faire? Quand tu fais 3, 4, 10, 100 maisons, tu deviens super mal. Mais moi, j'ai pas cette expérience avec 20 ans de métier. Je ne l'ai pas. Attention, pesez bien vos mots. Donc, avec 20 ans, j'arrive à peu près à avoir des solutions. Imaginez, vous faites 100 projets en 2-3 ans. Les solutions, tu dis ça, il te dit rak. Tu dis maladi, maladi. Donc, la personne se devient un maître. Où là, ils vont tous être des gens vraiment très compétents. Et ça, c'est une pépinière d'entreprise exceptionnelle. Exceptionnelle. D'argent aussi, c'est un levier économique qui est extraordinaire. Tu sais, quand tu dis ça aux gens, si d'abord on va dire, tu vois ça de l'extérieur. Il faut voir comment le ressenti des gens quand tu leur dis ça, eux-mêmes. Parce que tu leur parles de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants, etc., etc. Enfin, ils te disent. Ça, c'est le vrai empowerment. Quand on parle de empowerment de femmes, de sortir la femme du rural, de sortir. Ah oui, c'est exactement ça. En fait, c'est juste que peut-être on le fait d'une manière aussi romantique dans certains cas, mais là, c'est des choses réelles. Et c'est un modèle qui a fait ses preuves en Grèce aussi. C'est-à-dire que les villages grecs, actuellement, ils ont des chartes. Ils ont subi des séismes, mais qui ne veut pas aller en Grèce pour les villages? Et ils vont au village. On va voir des villages. On ne va pas à Athènes, ok, elle draine, mais on va à Mykonos, on va au village. Et c'est des villages qui ont été préservés, des cahiers de charges très très ruraux, avec des endroits complètement faits avec de la pierre locale, des bâtisses qui ont 800 ans, 900 ans. On se promène, on ressent encore qu'il y a une réelle culture locale. Et donc je pense qu'il ne faut pas aller chercher très très loin. C'est un pays méditerranéen, donc, où il y a énormément de ressemblances. Il suffit juste de voir les bons modèles et de comprendre un petit peu que c'est là où ça se passe. Et finalement, il y a une réelle économie, parce que les gens qui construisent dans ces villages-là, c'est des maîtres qui font de la pierre et qui sont payés 3 fois plus qu'un maçon normal. Et tu ne peux construire qu'en pierre dans ces villages-là, donc c'est complètement ficelé. Voilà, ce système est... il est caduque, c'est tout. Tout simplement. Je pense que le Maroc, encore une fois, il a un baraka, il a sa baraka, on ne peut pas voir les choses autrement. Je pense que c'est une perche qui a été tendue. Ah, complètement, vraiment, complètement. Vraiment la saisir. Covid, ensuite tremblement de terre, changement climatique, etc. Donc celui qui ne veut pas comprendre, c'est qu'il ne veut vraiment pas comprendre. Encore un truc un peu très spécial, c'est que il y a 6 mois, 7 mois, peut-être un peu plus, la ministre, Madame Mansouri, a décidé d'amender et d'améliorer le règlement parasismique de la construction en terre. Il y a maintenant 1 an et quelques. Bon. Et là, les vrais travaux ont démarré il y a... Imaginez. Il y a quelque chose là. C'est spécial et on travaille justement dessus. Pour moi, il fallait qu'il arrive à un séisme pendant qu'on était en train de développer et un séisme qui ne concerne pas les bâtiments en béton, mais qui concerne essentiellement... La science-fiction, Hitchcock, il ne pouvait pas faire mieux. Le scénario... Non, je pense que c'est une vraie perche. C'est-à-dire que voilà, les outils sont là. Là, on est en train de parler de Coupe du Monde ou de toutes ces histoires-là de tourisme qui vont être drainées. Qu'est-ce qu'ils vont voir finalement? Pourquoi les gens viennent au Maroc? Tiens, on parlait, je ne sais plus qui, j'avais vu une conférence dernièrement autour de l'histoire de visiter des mondes. Est-ce qu'il y a encore des mondes qui existent? En fait, l'Atlas est un monde quand tu rentres. Il n'y a plus de monde, en vrai, en termes d'histoire ou de ressenti, de sensibilité. Quand on est dans toutes les villes se ressemblent. Pour moi, quand je voyage en Europe, c'est un peu... Pour moi, tous les centres historiques ont à peu près la même énergie. On est sur des centres commerciaux, des endroits où on vient avec des
et le centre préservé avec des basiliques, quelques cathédrales, etc. Et puis on a le nouveau modèle qui est en périphérie. On ne retrouve des mondes que dans des endroits pareils. À l'Atlas, en allant au Machu Picchu, en allant dans des endroits très spécifiques, où tu sens que c'est complètement... Où tu as encore faut-il, en parlant de Machu Picchu, il n'y a personne qui vit. L'Atlas est encore vivant, on a encore des choses. Et donc tu vis avec le local, il y a encore des valeurs qui sont préservées. Il y a tout, c'est vraiment un monde, c'est une autre manière de gérer le système, de gérer la richesse ou la rareté, etc. Donc... S'il y a quelque chose à préserver ou à garder du discours royal, effectivement, dans les cultures locales, c'est réellement ça. Messieurs, merci beaucoup.